Maintenant, j'aimerais qu'on parle chiffres concrets, parce que les personnes qui écoutent, à mon avis, ben, ça les intéresse. Euh, donc toi, de ce que je sais, donc tu as fait 90% de performance en 2025, 36% en janvier 2026 et 38% en février 2026. Donc c'est quand même de très très grosses performances par rapport à la moyenne, hein, par rapport à tout ce qui peut se faire en France, même aux États-Unis. J'aimerais qu'on parle aussi de taux de réussite. Donc, pour faire ces 90%, 36, 38%, pour faire tous ces résultats-là, quels sont, on va dire, tes taux de réussite concrètement? Et, et par exemple, ouais, tu parlais tout à l'heure d'une équation, l'équation du taux de réussite. Et j'aimerais que tu me parles un peu de tout ça en chiffres concrets. Alors, moi, j'ai un taux de réussite de 50% l'année passée, mais c'est parce que je fais aussi beaucoup d'intraday. Si je faisais que du swing trading, c'est-à-dire des positions sur quelques jours, eh bien mon taux de réussite serait aux alentours des 30, entre 25 et 35%. Donc en fait, plus tu vas sur l'horizon court terme, plus tu arrives à augmenter ton taux de réussite. Mais plus tu diminues ton asymétrie aussi. Ton asymétrie, c'est ton risque, ton reward, c'est-à-dire combien tu vas gagner quand tu as raison et combien tu vas perdre quand tu as tort. Donc quand tu fais du swing, j'ai un taux de réussite en dessous de 35%. J'ai une asymétrie supérieure à 2 ou 3 largement. Et par contre, en intraday, je vais avoir une asymétrie peut-être de 0,5, de 1, maximum de 1,5. Donc en fait, grossièrement, j'ai 50% de taux de réussite et une asymétrie de 1,5 peut-être. Mais ça, c'est parce que les statistiques sont mixées entre de l'intraday et du swing. Si tu Donc, fais de l'intraday, en général, tu as un meilleur taux de réussite si tu fais du swing. mais moins d'asymétrie. C'est ça. Donc tu gagnes, en gros, tu gagnes plus souvent avec l'intraday, mais tu gagnes plus avec le swing alors que tu perds plus en pourcentage. Ouais, en swing, je perds plus souvent, mais quand j'ai raison, je gagne très gros. Et quand je fais de l'intraday, j'ai raison plus souvent, mais je gagne peu à chaque fois, quoi. Putain, c'est mieux dit, c'est exactement ce que je viens de dire, mais beaucoup mieux dit. Ok, ok. Ah, donc tu vois, pareil, ça Mais c'est, après, encore une fois, il n'y a pas c'est une de bonne- règle exacte. C'est l'équation de la rentabilité, cette espérance de gain, taux de réussite, gain moyen, perte moyenne, qui fait que tu es rentable. Maintenant, j'ai l'impression que plus tu vas dans les extrêmes, et ben, plus tu es rentable. C'est-à-dire, soit tu as un taux de réussite de fou, et vu que tu as un taux de réussite de fou, tu peux mettre un Kelly, c'est-à-dire une taille de position importante, parce que ta distribution des gains et des pertes, bah, ta distribution des pertes, elle est moins régulière. C'est-à-dire tu gagnes tellement souvent que tu peux te permettre d'augmenter ton risque, et tu peux monter à 10, 15, 20% de risque sur ton capital, si tu as 80 ou 90% de taux de réussite. Par contre, si tu n'as que 25% de taux de réussite, tu vas diminuer ta taille de position, parce que tu sais que tu vas te manger entre 7, entre 6 et 9 trades perdants d'affilée. Donc il faut que tu puisses accepter cette distribution des pertes. Mais par contre, quand tu vas gagner un multiple de ton risque qui est démesuré. Donc il n'y a pas de règle exacte. Maintenant, moi je pense que plus tu tires sur les extrémités de cette équation, c'est-à-dire taux de réussite très faible ou taux de réussite très élevé, ben, c'est là où c'est le plus rentable. Au milieu, c'est rentable, mais Et toi, tu te voilà. situes où là? Moi je me situe un petit peu plus vers le taux de réussite faible, mais je trouve que je suis pas assez aux extrêmes encore. Et, et truc tout con, hein. Comment tu peux faire pour être à l'extrême du taux de réussite monstrueux? Est-ce que c'est dans la sélection des actifs? Est-ce que j'imagine que c'est pas forcément dans la gestion du risque? C'est dans la sélection des actifs. Soit si a priori, si tu fais de la vente à découvert, tu as un taux de réussite plus élevé que si tu fais des achats, notamment sur small cap par exemple. Ok. Donc le choix des actifs, le sens de ta position, acheteuse ou vendeuse, et après effectivement la taille de ton stop loss aussi. Plus tu as un stop loss court, plus il y a des chances qu'il soit touché. Donc par exemple, si tu as un taux de réussite élevé, en vente à découvert, tu as un stop loss qui est large. C'est plus risqué, mais Bah, c'est pas que c'est plus risqué, c'est que statistiquement, les small caps, après une extension, elles font descendre. Donc si t'es pas stoppé, en général, ça se passe plutôt bien. Tu vas te choper le Black Swan, c'est-à-dire une exception qui va te défoncer, qui va te faire perdre 10, 15 fois tes petits gains. Mais il faut l'accepter, c'est comme ça, puisque tu as 80% de taux de réussite, par exemple. Et de l'autre côté, eh bien, tu vas aller sur un stop loss plus court. Tu vas perdre plus souvent, puisque plus tu réduis ton stop loss, bah, plus c'est mathématique et c'est la logique, hein, plus il y a des chances qu'il soit touché. Et par contre, quand ça va passer, tu vas gagner plein de fois ton risque. Donc en fait, la taille de ton stop loss, le sens de l'actif et le choix de l'actif et le timing va influencer ton taux de réussite énormément. ok. Donc ouais, quand tu disais le setup tout à l'heure, on s'en fout. C'est pas ce qui va, c'est pas ce qui, enfin, c'est pas aussi important que la gestion du risque. Du moins, tu peux être rentable en ayant un setup pas foufou, mais une bonne gestion du risque.
Mais inversement, c'est un peu plus compliqué. Bah ouais, l'idée c'est d'avoir tout pour avoir Oui, idéalement. les meilleures probabilités, mais là où ton timing va être intéressant, c'est que ça va définir un petit peu ton risque quand même. Et ça va définir parfois un peu l'explosivité du mouvement derrière. Mais encore une fois, il n'y a aucune garantie sur le mouvement qui va arriver. Ça, c'est les marchés qui décident. Toi, tu te mets dans une position. En fait, le but du trader, c'est de se mettre dans une position de croiser la route d'un cheval de course, de s'exposer correctement à ce cheval de course tout en minimisant son risque. C'est ça le but d'un trader. Ok. C'est-à-dire Ouais. tous les jours ou régulièrement de se mettre sur potentiellement les meilleurs actifs du marché avec une bonne taille de position tout en limitant son risque. Et statistiquement, bah, ça peut que marcher. Maintenant, Sur le papier, c'est facile. maintenant, dans quelles statistiques, ça dépend. Plus tu vas sur un taux de réussite faible, bah, plus c'est difficile psychologiquement. Tu sais, il y Ok. a un trader que j'aime bien, un trader, je crois qu'il est anglais, Tom Hogarth. Lui, ce qu'il dit, il a écrit un article qui était hyper intéressant, c'est The Best Loser Win. C'est-à-dire les meilleurs perdants, les meilleurs traders perdants gagnent. Et en fait, si tu regardes tous les meilleurs traders, ceux qui font du swing trading en tout cas, eh bien, ont des taux de réussite extrêmement faibles. C'est juste que derrière, ils ont une asymétrie qui est énorme. Et je rappelle quand même une chose, c'est plus tu as un stop loss court, plus il y a des chances que ton stop loss soit touché, donc tu auras un taux de réussite faible. Mais par contre, plus tu auras une taille de position élevée. C'est mathématique. Plus ton stop loss est court, plus pour perdre ce montant-là sur ce stop loss-là, plus il va falloir que tu exposes une bonne partie de ton capital. Donc, perdre souvent, c'est dur psychologiquement, mais ça permet une chose, ça Bien joué. permet quoi? Ça permet d'avoir des grosses tailles de position avec des risques tout petits. Et ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais c'est hyper important. C'est que, alors il faudrait un schéma, parce que là, dit comme ça, c'est compliqué à Ouais, comprendre, mais je sais pas si je peux faire un schéma ou expliquer une taille de position, mais si tu as un stop loss de 10%, pour avoir une asymétrie de 2, il va falloir aller chercher 20% de gain. Si tu as un stop loss de 1%, pour avoir une asymétrie de gain, il va falloir aller chercher 2% de gain. Quelle est la probabilité d'aller chercher 2% de gain ou 20% de gain? Bah, c'est plus difficile d'aller chercher 20% de gain que 2% de gain, tu es d'accord? Ouais. Donc en fait, il y a aussi un élément qui est hyper important, et j'avais fait un PDF, et d'ailleurs, si vous voulez ce PDF sur toute la gestion, j'ai fait un PDF hyper complet, j'ai fait des exemples petits bras et mastodontes pour expliquer les deux types de cas. Si vous le voulez, ben, je vous le mets en description. Tiens, je vous mets le lien en description, et vous allez pouvoir télécharger le PDF complet sur la gestion du risque moi, me fait gagner. C'est un PDF qui fait 6 7 pages et qui est hyper dense. Euh, En fait, pour moi, il faut être aussi aligné sur ce que va te donner le marché et être dans vraiment, euh, comment expliquer ça? Dans la tendance du marché. Non, 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 en fait, souvent, nos attentes en trading sont démesurées par rapport à ce que peut nous proposer le marché. Donc, admettons, il va y avoir des mouvements de 100, 200, 500%, 1000% sur des actions tous les ans. OK. Maintenant, quelle est la probabilité de croiser leur chemin? Très faible. Si on croise leur chemin et qu'on se positionne dessus, quelle est la probabilité qu'on ride toute la tendance haussière? Faible. Quelle est la probabilité qu'on fasse une bêtise, qu'on ne respecte pas notre plan? Plutôt élevée. Donc, l'échantillon d'opportunité est réduit et il est probable qu'on la loupe, qu'on la traite mal. Et donc, si on repose nos attentes et notre rentabilité uniquement sur des cas exceptionnels, eh bien, il est probable que ça ne fonctionne pas. En fait, la majorité des gens ont des attentes démesurées et reposent leur trading sur des cas exceptionnels. Il faut pouvoir gagner en trading sur des cas récurrents et quasiment quotidiens. Et si tu croises la route d'un cheval exceptionnel, eh bien, ça sera jackpot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même plus facile d'aller chercher 2% de performance sur un actif que 20%. Donc, si tu as un stop loss de 10%, tu dois aller chercher une asymétrie de 2, il faut aller chercher 20%. Quelles sont les probabilités de toucher les 20%? Faibles. Dans ta tête, la symétrie, elle est là. Mais est-ce que le marché va te le donner? Est-ce que c'est la réalité du marché? C'est peu probable. Et si tu as un stop loss de 1%, on réduit au maximum pour l'exemple, aller chercher 2%, mais tous les jours, tu as 500 000 actifs qui font 2%. Donc en fait, il faut aussi remettre dans son contexte euh, ce qui est possible de faire sur les marchés, et il faut que nos attentes soient alignées au marché. Donc le stop loss court, pour moi, c'est la réponse à tout. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une taille de position maximum, parce que pour perdre le montant sur un petit stop loss, ben, ça nous oblige à augmenter notre capital immobilisé. Et de deux, plus vous avez un stop loss court, plus vous allez avoir une asymétrie qui va être facile à atteindre. Parce que l'asymétrie, c'est une chose sur le papier, encore faut-il qu'elle soit atteignable sur les marchés financiers.
et que ça soit pas juste une utopie dans notre tête. Encore une fois, un stop loss de 10%, tu vas aller chercher une asymétrie de 5, il faut que le marché te donne 50%. Est-ce que c'est facile à faire? Non. C'est possible, mais c'est difficile à faire. Est-ce que si tu as un stop loss de 5% et que tu vas chercher 25%, c'est déjà plus simple. Si tu as un stop loss de 1% et que tu vas chercher 5%, tu as une asymétrie de 5, c'est déjà plus simple. Et c'est Ok, déjà plus récurrent. là. Donc, en fait, il faut aussi, le stop loss court, c'est hyper important parce que ça permet aussi de surfer sur des actifs et sur des opportunités qui sont récurrentes et pas ne baser sa stratégie uniquement sur des cas exceptionnels. Parce qu'il suffit qu'on les loupe et on a raté notre année. Alors que si tu peux trader toutes les semaines ou tous les jours des actifs avec une bonne asymétrie, eh bien, tu peux en louper 10, 50, s'il y a des opportunités récurrentes, tu feras ton beurre quand même. Donc ça aussi, c'est hyper important, on en parle rarement, personne n'en parle de toute façon, mais c'est quand C'est même... pas sexy. Là, tu m'en parles depuis tout à l'heure. Je me dis, oui, ok, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va te faire dépenser. Parce que les mecs qui sont sur les réseaux, ils veulent vendre une formation à 5, 10, 15, 20, ouais, 20 000. J'ai même vu à 20 000 balles. Si ils partent en mode hyper technique comme ça, c'est pas sexy, ça va pas faire vendre. Alors que si ils disent, ouais, voilà, tu vas gagner en 3 mois, tu vas être rentable, et qu'ils partent pas dans la technique comme ça, mais ils ont aucun intérêt à être beaucoup plus technique que ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste de l'oseille. Mais pour autant, quelqu'un qui s'intéresse, enfin qui veut vraiment, qui a des objectifs de construire quelque chose avec le trading, que ce soit un complément de revenu ou juste vivre du trading, ben, il a besoin de savoir tout ça, même avant de dépenser n'importe quelle formation. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, avec toutes les infos qu'il y a en termes de formation, je pense vraiment qu'une formation trading, limite, tu as tout gratuit sur Ah YouTube. oui, complètement. Mais moi, je donne tout sur Internet. Là, je vais vous donner le PDF sur ma gestion. Tout est expliqué. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à acheter une formation pour de la théorie. Le seul intérêt d'une formation, c'est de faire partie d'un groupe de gens compétents, D'accompagnement. expérimentés et d'être accompagné au cas par cas. Donc, vendre de la théorie, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Ça marchait il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça marche plus. Tout est. Mais ce qui est assez fou, c'est que l'information est disponible, mais il y a toujours 80% des gens qui perdent. Bah oui, mais parce que c'est des feignants. Mais c'est comme Non, tout. mais je pense pas que ça soit feignant. Il y a une part effectivement d'aller chercher la facilité, mais il y a aussi une part que 90% de ce qui est raconté, c'est pas la réalité. Toi, ce que je t'ai expliqué là, ça va faire fuir peut-être 70% des gens qui vont regarder cette vidéo, mais c'est la réalité. Moi, je n'étais pas rentable avant que je comprenne ça. Donc, si vous voulez être rentable, je vous dis pas qu'il faut comprendre absolument ça, mais il y a quand même des idées et il faut creuser le sujet, quoi. Et il y a sûrement d'autres façons de voir les choses. Mais voilà, il faut creuser le sujet sur la gestion du risque, voilà, sur tout ça, quoi. Et justement, tu vois, si tu me fais la transition vers les 3-4 dernières questions, 3 dernières questions. Il y a si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un est encore sur la vidéo là, qu'il est en train de perdre espoir un petit peu parce que il enchaîne les pertes, ou alors il a fait 2, 3, 4 pertes, ou alors il a perdu en pourcentage ou en dollars, euros. Euh, Quelle est la première chose qu'il doit faire, par exemple, demain matin, selon toi, pour soit accepter, soit mieux gérer ses pertes? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors demain, il allume son ordi, il fait quoi? Alors ça, c'est hyper intéressant. Eh bien, je lui dirais, étudie les meilleurs traders du monde et tu vas voir qu'ils perdent plus souvent que toi. Et il suffit d'un trade. Tu m'as cloué le bec. Non, mais il suffit d'un trade pour que tu te refasses. C'est-à-dire, tu es peut-être à moins 4 trades, moins 5 trades, moins 6 trades, moins 10 trades. Tu es à un trade de repasser positif. Donc Ok. voilà. Et pour Et être tu plus étudies, donc par exemple, tu étudies Richard Denis, tu étudies Christian Koulamagi, tu étudies Dan Zanger, tu étudies Marc Minervini. Mais rapidement, tu tapes sur ChatGPT, quel est le taux de réussite de Richard Denis, Dan Zanger, Marc Minervini et Christian Koulamagi? Ils sont tous en dessous de 40%. attends, je le fais là. Vas-y. Tu peux continuer à. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, moi je gagne de l'argent sur les marchés, mais parfois on se dit, on n'écoute pas le coach. Je lui dis, Bah mais non, ok, c'est du boss. écoutez, je lui dis, mais j'étais en formation présentielle quand j'ai fait la formation avec Charlie. Charlie qui aujourd'hui a eu des déclics et qui pense exactement comme moi. Et d'ailleurs, l'année passée, il a fait 40% de performance, plus de 40%. Et cette année, il est en train de tout exploser. Parce qu'il a compris ça. Mais lors de la formation, j'ai fait quoi? Faut être couillu. Et en fait, c'est assez intéressant, mais je pense que pas grand monde et pas beaucoup de formateurs n'est prêt à faire ça. Est prêt à faire ça. J'ai fait un tableau des gens qui m'ont inspiré, des meilleurs traders du monde, et j'ai mis leur taux de réussite à côté. Et je leur dis, vous ne me croyez pas moi? Alors croyez ces mecs qui ont fait 10, 20, 50, 100 millions sur les marchés.
Et je suis allé à ma formation en présentiel et je leur ai montré ce tableau. Ça montre que déjà, Humble, déjà l'humilité, il est déjà, il n'y a là. pas d'ego, parce que moi, je considère qu'il y a bien meilleur que moi, et que ces gens-là sont des mentors et des inspirations pour moi. Il n'y a pas grand monde en tant que formateur qui est capable de dire, j'ai été inspiré de telle ou telle personne. Souvent, ils ont tous inventé leur stratégie, leur méthode. Rien, personne n'a inventé quoi que ce soit. C'est faux. On réutilise des adages et des idées qui fonctionnent déjà, et après, on fait notre sauce. Mais voilà, je suis venu à la formation en présentiel, j'ai fait mon cours, et à un moment donné, j'ai dit, voilà, regardez ce tableur. Vous avez tous les meilleurs traders qui m'ont inspiré. Ils ont tous un taux de réussite en dessous de 40%. Et j'ai mis leur fortune à côté, que j'estimais ou que j'avais trouvé sur Internet. Vous ne croyez pas moi? Croyez ces mecs. Voilà. Et résultat, ils étaient enfin, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Mais résultat, sur les trois personnes qui ont fait la formation, il y en a une qui est extrêmement rentable, il y en a une qui traîne encore et une qui a abandonné. Ouais, non, mais je veux dire, quand tu leur as dit ça, c'était quoi leur réaction? Est-ce qu'ils étaient en mode putain, je pensais que les meilleurs traders du monde, ils gagnaient Ah oui, comme oui, ça la mais plupart du temps? ils sont sur le cul, parce que tout ce qu'on leur vend sur les réseaux sociaux va à l'inverse et à l'encontre de ce que j'annonce sur la formation. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, c'est pour montrer que même des gens qui ont réussi, qui ont fait des dizaines, des centaines de millions de dollars, eh bien, ils avaient cette mentalité-là. Et donc après, mon job, c'est de leur expliquer le pourquoi du comment, et donc c'est tout ce qu'on a vu ensemble. Ok, ah, putain, ok, c'est cool. Et si tu devais, comment dire? Du moins, quelle est la routine? Tu vois, j'entends beaucoup parler de routine du trading, routine de machin. Tous les matins, il faut faire ça. Tu ouvres ton journal de trading, tu fais ci, ça et ça. Toi, selon toi, quelle est la routine ben, minimale, entre guillemets, à faire entre la préparation, l'exécution, le bilan, que tu recommandes à un trader, soit qui débute ou un trader intermédiaire? Ça dépend de la méthode. Il y a des stratégies qui vont demander de la préparation en soirée, au week-end, et pas de Ouais, présence trop pendant l'ouverture du marché. Il y a des stratégies qui vont pas forcément demander beaucoup de travail en pré-market ou avant la session. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut référencer tous les trades dans un journal de trading. Moi, je fournis un journal de trading à mes étudiants, et c'est comme ça que je traque leur performance et que ouais, je comprends en fait s'ils sont rentables ou pas. Donc l'équation de la rentabilité, j'ai tout mis, gain moyen, perte moyenne. Ils remplissent chacun de leurs trades et moi j'ai automatisé des statistiques qui permettent, mais des statistiques simples, il n'y a pas besoin de faire complexe, mais qui permettent de comprendre la distribution des gains et des pertes, le gain moyen, la perte moyenne, le taux de réussite et la courbe de performance. Et donc je sais très rapidement si il a une bonne asymétrie, quel est son taux de réussite. Et s'il a un taux de réussite faible, bah, on peut difficilement le bouger. Par contre, ce qu'on va bouger, c'est peut-être son asymétrie, son risk-reward. Comment le faire? Eh bien, porter peut-être plus ses positions, réduire la taille de son stop-loss. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais par exemple avec Charlie, c'était une des pistes de travail. On a réduit la taille de son stop-loss et direct, sa rentabilité a fait x2. Parce que les meilleurs chevaux de course se retournent rarement une fois qu'ils sont lancés. Donc, à quoi bon laisser une marge deux fois plus importante, autant la réduire. Donc, on peut jouer sur beaucoup de choses. ouais, il y a pas mal de facteurs, quoi. Ouais, mais ça, on le sait uniquement que si on connaît et on suit les journaux de trading des étudiants. Ok, ouais, donc on va dire, tu prônes le fait de, le journal de trading, c'est évident, et ensuite, tu t'adaptes en fonction ben, du pourquoi, du comment, enfin, de l'analyse, enfin, tu prends le journal de trading, tu analyses les trades, et ensuite, tu adoptes une méthodologie qui est, enfin, ouais, pas tu proclames, mais tu proposes une méthodologie à la personne qui est ben, personnalisée par rapport à sa vie, par rapport à son aversion au risque, par rapport à tout ça, quoi. Ouais. Et après, je conseille aussi, une fois qu'on a la méthode pour la personne, ok, la méthode qu'elle a choisie parmi les possibilités que je propose, eh bien derrière, je lui explique la méthode forcément, et je lui dis, fais cet effort de construire une base de données pour que tu puisses assimiler et que ce setup devienne presque ta famille, quoi. Il faut que tu comprennes toutes les nuances, et moi je vais te les donner, les nuances, mais il faut que tu fasses le travail toi aussi, parce que le trading, c'est un métier de conviction. Tu peux emprunter une partie des convictions que je te donne, mais pas la totalité. Il va falloir que toi, tu te crées des convictions avec la méthode que je te donne, ou après la développer ou la modifier un peu. Le trading, c'est un métier de conviction. On peut emprunter une partie des convictions du coach, la méthode du coach qui fonctionne pour lui, mais on ne peut pas emprunter toutes les convictions. Il faut absolument Avoir que les siens. tu les développes, et ça passe par une étude de marché sur les setups en question. Tiens, tel actif a bougé, il y avait une rotation sectorielle, tel setup, et voilà.
Donc il y a du taf. Mais une fois que t'es rodé, après c'est une demi-heure, une heure tous les jours. Mais au début, il y a du travail. Ça, pas grand monde est prêt à l'accepter. Mais c'est d'ailleurs pour ça que on fait pas. D'ailleurs, on prend pas beaucoup de monde parce que je peux pas au niveau en termes de volume. Mais si on compare par rapport à tous les autres formateurs, il est probable qu'on soit dans les derniers en termes de volume. Déjà parce qu'on le souhaite, mais aussi parce que le discours que l'on propose, c'est la réalité. Et la réalité plaît pas aux gens. Oui, ça fait pas vendre du rêve. Ça vend pas du rêve. Et un petit mot de fin, un petit mot de la fin. Du coup, dernière petite question. Si tu devais garder qu'une seule règle d'or pour, entre guillemets, survivre sur les marchés, ou si la personne qui écoute ça ne devait retenir qu'une seule chose de tout ce que tu as dit sur la gestion du risque, sur tout ça, ça serait quoi? Alors, c'est une question qui est pas évidente. Ah oui, une chose, c'est qu'on peut gagner gros avec un petit risque. Voilà. Tu vois que c'est évident. On n'en a pas trop parlé, mais par Ouais. exemple, pour faire 90% de la performance en 2025 que j'ai réalisé l'année passée, du coup, eh bien, j'avais uniquement en moyenne 0,5% de risque. Et je crois que le risque réel, c'est-à-dire les pertes, toutes les pertes divisées par le nombre de trades perdants, je crois que je suis à 0,36% de risque. Ça veut dire que tu peux arriver à faire 90% de performance avec 0,36% de risque réalisé par trade perdant. Ok. Ouais, donc c'est quand même assez fou, quoi. Mais Donc tu en avais fait fait, une vidéo là-dessus, non? Il me semble que tu as une vidéo sur ton YouTube dessus. ouais, j'en ai fait plusieurs. Mais oui, oui, donc on n'a pas besoin de prendre de gros risques pour gagner gros. Ça, c'est hyper important. Mais du coup, il faut pas avoir des stop loss larges et il faut être sur les bons actifs et il faut pyramider. C'est les trois éléments. On n'a pas trop parlé des renforts, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est les trois éléments qui font que tu peux gagner gros avec un petit risque. Sinon, c'est pas possible. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, merci pour tout ça, pour ta franchise et pour tout ce que toute la valeur que tu as apportée. Et justement, ouais, l'objet enfin, si jamais ça vous a plu, si ça vous a aidé à y voir plus clair sur comment vous pouvez progresser en trading, comment vous pouvez devenir rentable. Justement, les prochains épisodes, ça sera sur le setup, ça peut être sur les renforts, ça peut être sur le fait de pyramider tout ça. Vous pouvez aussi juste nous dire en commentaire les idées de vidéos, de valeurs que vous aimeriez avoir. Et, euh, et on se chargera du reste. Oh, il y a un paquet de choses à dire, hein. Ah ouais. On peut y passer toute l'année et parler de plein de choses. Il y a vraiment, donc allez-y, poser toutes vos questions, puis on sera un plaisir. Allez, ça marche. Salut Pierre. Ciao, merci.